tout le monde et bienvenue à cette dernière émission de la saison régulière de Junior et Majeur. Et là, évidemment, je parle de saison régulière de la Ligue. Pas de nous, parce que nous, oui, évidemment, on est là jusqu'à la fin de la Coupe Mémoriale. Et peut-être même plus, parce que sérieusement, on n'a rien d'autre à faire. Donc, Et aussi, aujourd'hui, c'est une émission un peu spéciale parce que je me retrouve tout seul en studio. Oui, parce que Mickaël est en fait en direct, si on peut dire ça comme ça, de Boisbriand, puisqu'il couvre le match de ce soir entre l'Armada et les Foreurs de Val-d'Or. Et évidemment, aussi, on est allé s'entretenir avec la gang de Shawi, mais comme c'est une course serrée pour participer aux séries, on leur a enlevé du stress, on s'est déplacé. Donc, ça veut dire quoi? Que présentement, ce que vous entendez, c'est l'écho de moi qui est tout seul dans le studio. Fait que là, même quand j'essaie de faire pitié, ça marche pas, hein? Bon, allez, on commence ça. Habituellement, c'est à ce moment-ci que je me tourne vers la gauche et que je présente la vraie vedette de Junior Majeur, Mickaël Alancet. Mais non, le petit garçon, il grandit, il voyage tout seul maintenant. Et d'ailleurs, on va le retrouver à Boisbriand, où est-ce que ce soir, il couvre le match entre l'Armada et les Foreurs de Val-d'Or. Mon cher Mickaël. Oui, je te fais faux bon parce que ce soir, on s'attend à tout un match de hockey entre les Foreurs et l'Armada. Ça va peut-être être le match de l'année pour ces deux organisations-là on a vu la lutte à la fin de la saison. Ça a été incroyable. Alors, je te fais faux bon, mais je suis convaincu que tu m'en veux pas trop. Non, fais-toi-en pas, t'as pas à te sentir coupable, mais hein, tu connais le règlement. Quand t'es sur la route, tant que tu me ramènes un T-shirt, je suis un homme bien heureux. Écoute, Mickaël, depuis quelques semaines, tu commences déjà à nous dévoiler tes coups de cœur de la saison. J'aimerais ça que cette semaine, on parle du joueur le plus utile à son équipe. Et je pense qu'il n'y aura pas de surprise parce que, sincèrement, tu nous en parles. En fait, tu nous parles de lui depuis le début de la saison. Ah, je suis pleinement d'accord avec toi. Si on a une course jusqu'à maintenant entre les Foreurs et l'Armada pour cette fin de saison-là, c'est en grande partie à cause d'Anthony Mantha. Il a été régulier tout au long de la saison. Et tu te souviens, Max, c'est une chose qu'on lui reprochait dans les dernières années, dans les derniers mois. C'était un joueur qui était capable d'avoir un impact incroyable sur son équipe. Mais certains soirs, on le voyait qu'il s'éclipsait un peu. Ça n'a pas été du tout le cas cette saison. Et à mon sens, à moi, ça a été le meilleur joueur de la Ligue junior majeure du Québec cette saison. Donc, je lui remets mon titre de MVP, comme on dit. Mais Anthony Duclair, je m'en veux de ne pas parler de lui. 50 buts dans son cas. Jean-François Plante, quelle saison, quelle progression avec le Phoenix et les Tigres de Victoriaville. Et finalement, Jonathan Drouin, lui aussi, vraiment toute une saison. Alors, quand on regarde, la qualité était là, mais Anthony Mantha, c'est mon choix. J'ai pas le choix d'y aller avec Anthony Mantha pour la catégorie de joueur le plus utile cette saison. Non, mais on va dire les vraies choses. On serait tous étonnés d'entendre un nom différent prononcé au Gala des Rondelles d'Or pour le joueur le plus utile parce que je pense que de toutes les formations de la LHJMQ, celle qui souffrirait le plus de la perte de son joueur vedette, c'est clairement les Foreurs de Val-d'Or. Bon, maintenant, on va passer à la catégorie recrue offensive de l'année. Forcément, beaucoup de noms qui sont intéressants, mais je commence à te connaître. J'ai comme un bon feeling que tu vas me parler de Nikolai Ehlers. Hein? Sa fin de saison est incroyable. Et moi, je pense que lorsqu'on discute avec des recruteurs professionnels, son nom revient de plus en plus souvent comme le meilleur espoir de la Ligue. On avait hâte de voir qu'est-ce qu'elle arrivait avec Ivan Barbachev, avec Nikolai Ehlers. Mais Ehlers, à mon sens, à moi, ça a été une étoile de cette fin de saison. Ça a permis aux Moussets d'Halifax d'aller chercher, je pense, la vitesse de croisière qu'ils espéraient parce qu'il fallait qu'ils se remotivent pour la Coupe Mémoriale. Alors, dans le cas d'Ehlers, recrue offensive de la saison, mais pas trop loin derrière, il y avait Daniel Sprong. Et ça a été, à mon sens, à moi, de la première ronde du dernier repêchage junior, ça a été celui qui m'a le plus impressionné dans sa saison. Il a marqué des buts de façon incroyable et il a même réussi à produire avec les Highlanders malgré les nombreuses transactions de la deuxième moitié. Alors, mon gagnant, Ehlers, mais pas trop loin, Daniel Sprong. Oui, et je suis content que tu me parles du jeune Sprong parce qu'on sait qu'Ehlers a 18 ans, tandis que le jeune Sprong à Charlottetown en a 17. Je sais pas si ça fait une différence, mais je pense que ça devrait être pris en considération. Bon, maintenant, si on recule, on va du côté défensif. La recrue de l'année de ce côté-là, est-ce que quelqu'un peut vraiment faire compétition à Jérémy Roy du Phoenix de Sherbrooke? Je pense qu'il n'y a pas de course. Je pense que Jérémy Roy a tellement connu une bonne saison avec une équipe, il faut le dire, de fond de peloton, au-delà de 40 points. Et je regardais, la production offensive de Jérémy Roy a tellement été incroyable. Il a dépassé Nicolas Roy, Anthony Beauvillier et Nathan Noël comme production offensive. Et les trois premiers avaient été des joueurs
des attaquants réclamés dans le repêchage. Alors, Jérémy Roy m'a beaucoup impressionné. Nicolas Meloche, ça n'enlève rien à son potentiel, mais la recrue défensive de la saison, il n'y en a pas deux, il y en a seulement une. Et c'est Jérémy Roy. Moi, il m'a vraiment épaté avec une équipe, là, comme je le mentionnais, pas une des meilleures équipes de la Ligue, mais quand même, là, ça n'a pas affecté son rendement cette année. Et là, tu bouges pas, Michael, parce qu'après la pause, on va continuer de discuter. D'ailleurs, on va parler de la situation des cataractes de Shawinigan cette année et je vais être obligé de te reprendre sur certains faits. Mais en tout cas, en attendant, fais attention à la Zamboni, ça passe. On se revoit tout de suite. Vincent Donne a répondu aux attentes cette saison avec les Olympiques de Gatineau. Le fougueux attaquant a inscrit 26 buts jusqu'à maintenant, deuxième à ce chapitre chez les Olympiques, derrière le meneur Émile Poirier avec 43 buts. Avec 154 minutes de pénalité en 48 matchs, Donne est le deuxième joueur le plus puni du circuit derrière son coéquipier. Il a d'ailleurs été nommé l'adversaire le plus détestable dans un sondage interne mené par le quotidien Le Nouvelliste. Ouais, pourvu que je sois détestable, juste à la glace, correct. Mais non, je pense que c'est une belle preuve de mon travail de cette année. Puis c'est ça un peu mon but sur la glace. C'est une belle preuve de confiance que les joueurs m'ont donné. Dans le fond, ça me motive. Je pense que c'est l'intensité que laquelle je joue. J'ai fini mes mises en échec. Puis au bout de la ligne, ça arrive au même. C'est rafter dans la Ligue nationale pour ça. Fait que je vais continuer à faire ça. On retourne immédiatement à Boisbriand où Michael est sur place pour couvrir le match de ce soir entre les Foreurs et l'Armada. Et mon cher Michael, des fois, c'est des petits moments jouissifs, ça, où je peux t'indiquer où tu t'es trompé et je pense que tu vas te grandir là-dedans. Il n'y a pas si longtemps, tu n'étais vraiment pas convaincu que les cataractes de Shawinigan feraient des séries. Et là, ça se décide en fin de semaine et les chances sont bonnes de leur côté. Je savais bien que tu allais me remettre ça sur le nez. Tu as raison, parce que dans le fond, moi, j'avais pas vu ce retour-là des cataractes de Shawinigan. J'avais même dit, je vais faire mon meilleur culpa, que les cataractes avaient lancé la serviette lorsque Martin Mondeau a échangé Frédéric Gaudreau, Francis Beauvillier et finalement Mathieu Boudreau. Je pensais que les cataractes, ce serait une équipe qui aurait beaucoup de difficultés en deuxième portion de saison. Et c'est vraiment pas ce qui est arrivé. Lorsqu'on regarde leur rendement, ils ont eu vraiment une meilleure deuxième moitié de saison avec beaucoup moins d'éléments entre les mains. Et le nom, moi, qui retient beaucoup mon attention dans la deuxième portion de la saison, c'est Anthony Beauvillier. Je regardais, il a été chercher presque 2/3 de sa production dans la deuxième portion de la saison, avec beaucoup moins de joueurs autour de lui. Je pense que le départ de son frère, sans dire que c'était une chose qui était négative, ça lui a laissé de la place. Ça a peut-être enlevé un peu de pression à Anthony Beauvillier et au reste de l'équipe. Et vraiment, les cataractes m'ont beaucoup surpris. S'ils sont encore dans la course, c'est en grande partie à cause d'Anthony Beauvillier et aussi de leur performance des gardiens de but. Marvin Copper, chose certaine, il a livré la marchandise comme joueur européen. On se demandait s'il allait transiger. Finalement, Martin Mondeau l'a gardé. Et le plus positif, Max, dans tout ce parcours-là des cataractes de Shawinigan, c'est le fait que lors du prochain repêchage, ils vont avoir toute une banque de choix, des choix de première ronde, des choix de deuxième ronde, des choix de troisième ronde. Et ça, bien, à long terme, ça va être très bénéfique pour l'organisation. Alors, c'est un retour là, vraiment que personne n'avait vu venir. Oui, et je t'avoue que je suis content de ce qui se passe du côté de Shawinigan parce qu'on pensait que la reconstruction prendrait beaucoup plus de temps. Et en fait, sincèrement, j'ai eu la chance d'aller partager cette nouvelle joie de vivre du côté de la Mauricie, où j'ai eu la chance de m'entretenir avec Martin Mondeau. Il a jeune sensation de cataracte, la recrue Anthony Beauvillier. Et présentement, Shawi, il a un petit sourire d'espoir, petit sourire nerveux, mais sourire quand même. On regarde ça. Martin, au moment où on se parle, là, je vais bien phraser ma phrase pour justement pas porter malheur. Vous faites les séries, vous cognez à la porte, vous êtes là. Mais quand on entend dans les journaux puis les gens autour dire ça va être long, là, t'as un sourire en coin, là. Ben, faut pas aller mettre la charrue dans des bœufs, comme qu'on dit, mais en même temps, regarde, un soir, on est dans les séries, l'autre soir, on l'est pas présentement avec la situation que nous et les Sea Dogs, je pense que c'est drôle que ce soit les Sea Dogs aussi, là. Mais je pense que d'un jour à l'autre, ça change beaucoup. Regarde, notre objectif, on voulait faire partie des séries.
on a eu tellement un départ difficile à 0-12. Exact, ça, évidemment. Puis c'est drôle parce que, malgré tout, on dirait que soir après soir, vous n'étiez pas déclassés puis que l'effort était là. Définitivement, à un moment donné, tu sais, quand t'es 0-12, tu travailles, tu perds tes matchs par un but en overtime, tu trouves pas un moyen de gagner. C'est certain qu'il y a eu beaucoup de travail, mais là-dedans, regarde, je pense que mon équipe a été extrêmement positive. Puis je parle de mes coachs, tout le monde est resté super positif. Puis à un moment donné, les jeunes, tu sais, ont réalisé qu'il est arrivé, on est allé chercher une petite victoire, puis je pense qu'on a sommé là-dessus. Puis je pense que ce qui arrive là, c'est à cause du bon travail qui a été fait en début de saison, là, puis même dans les moments difficiles. C'était quoi l'ambiance quand t'es arrivé au mois de septembre? L'ambiance était bonne, tu sais. Les gars, ils savaient que l'année passée, c'était une année difficile, puis là, ils étaient vraiment motivés à changer ça cette année. Mais tu sais, c'était pas le début qu'on s'attendait, mais dans le fond, l'ambiance est toujours restée bonne dans la chambre. Puis je pense que c'est ça qui fait qu'on est rendu à porter des playoffs. Qu'est-ce qui vous a aidé à survivre quand la saison a commencé 0-12? Ben, je dirais que on s'est tous serrés les coudes ensemble. On a tout pris ça un match à la fois, puis c'est ça qui a fait que on est rendu aussi proche des playoffs que ça. On a tous travaillé fort, chacun a bien accepté son rôle, on a tous poussé dans la même direction, ce qui fait qu'on est rendu proche comme ça. Là. La fièvre repogne à Shawi, je pense. Hein? Je veux dire, on le sent dans les estrades. Là. Définitivement, les gens. Puis, mais toute l'année, je pense que dans toutes les périodes où ça a été difficile, où on avait des bons moments dans les matchs, les partisans étaient derrière nous. Puis ça, quelque part, je pense que les jeunes l'ont apprécié énormément aussi. Oui, puis cette fameuse période où on disait qu'évidemment ça coûtait cher à Shawi, juste pour toi, là, honnêtement, de mettre ça derrière, ça va faire du bien aussi. Là. Avec la Coupe, on a dû donner beaucoup de valeur et je pense que c'est très difficile quand tu es équipe haute de réussir à faire des transactions et de t'en sortir quand même un juste prix. Alors, je pense qu'aujourd'hui, on reconstruit puis regarde, notre objectif, c'est de se maintenir dans le haut du classement pour les années à venir. Et justement, quand tu as un groupe de jeunes joueurs, puis il y a le fantôme de la Coupe, Comment tu fais pour bloquer ça du vestiaire, de dire, écoutez, maintenant, l'avenir, c'est vous autres, là? Je veux dire, c'est à vous autres de courir après ce même rêve-là. Bien, je peux pas dire que c'est un fantôme, parce que c'est un plus, c'est une source de motivation, ça représente quelque chose. Les jeunes, même ceux qui n'étaient pas là, ils l'ont regardé à la télévision, ils savent c'est quoi, ils savent que leur équipe a gagné. Ça, en même temps, c'est de leur faire comprendre puis que ces jeunes-là achètent, regardent la prochaine génération de gagnants à Shawinigan, ça va être eux. Puis je pense que c'est ça présentement que les jeunes sont en train de mettre en place. C'est-tu fatigant d'entendre parler de la Coupe, justement, qui était ici récemment, où justement c'est une source de motivation? Ben, c'est sûr que c'est une source de motivation. Là. Les gens ils comprennent aussi qu'est-ce qui est arrivé. Puis là, qu'est-ce qu'ils voient, qu'est-ce qu'ils sont en train de voir, les partisans, ils adorent ça, puis nous autres aussi, on aime ça. Fait que c'est sûr que c'est motivant pour nous autres pour les prochaines années pour atteindre la Coupe. Chaque match compte, là, on le sait, évidemment. C'est quoi le niveau de stress dans la chambre des joueurs présentement? On essaie de pas trop y penser. Là. On y va match par match. On affronte des grosses équipes. C'est sûr que Victoriaville, c'est un peu plus difficile contre eux autres, mais c'est sûr qu'on va faire tout pour... On va couper ce bout-là, fait qu'ils le sauront pas. Ils prendront pas la game pour acquis. Quand Martin Mondeau a échangé 2-20 ans, c'était un peu un message de dire, écoutez les boys, les jeunes, là, c'est à vous autres de former cette équipe-là. L'identité de l'équipe, c'est vous autres. C'est comme ça que ça a été perçu dans la chambre des joueurs? Ben, c'est sûr que c'était comme ça que ça a été perçu. Le départ de Frédéric Gaudreau, mon frère Mathieu Boudreau, ça a vraiment pas éteint notre offensive, mais c'est des gros morceaux qui ont parti. Puis c'est les jeunes qui ont pris la relève, dans le fond. On s'est tous serrés les coudes, puis on a tous poussé dans la même direction. Même si c'était pas vraiment des joueurs offensifs qui marquaient des buts, c'était peut-être plus des joueurs défensifs, mais c'est des buts quand même qui comptent au bout de la ligne. Moi, ton jeune Beauvillier, votre premier choix de repêchage, belle surprise. Là. Au-delà d'être un bon marqueur, puis un gars qui ramassait beaucoup de points dans la Ligue Midget 3, c'est un joueur qui est arrivé ici, qui travaille soir après soir. T'sais, présentement, il faut voir, il y a un rôle pour un jeune de 16 ans. Là, il se retrouve premier centre de l'équipe. Et il joue dans plusieurs situations, pratiquement toutes les situations. Mais regarde, c'est un jeune homme déterminé qui a beaucoup d'outils en lui. Alors, je pense que toute l'expérience qu'il va chercher cette année, les responsabilités qu'on lui donne, ça risque d'être très payant dans l'avenir. Cette première saison dans le genre majeur, c'est un peu comme non seulement un rêve qui se concrétise, mais qui t'approche du prochain aussi. Oui, c'est sûr. C'est différent du niveau plus bas, Midget 3. Surtout dans la chambre, c'est différent. Les gars sont plus matures, les gars de 20 ans, 19 ans. Ça a du poil! Ouais, elle a plus de poil que moi, en tout cas. C'est ta barbe des playoffs, ça? Ouais, c'est ça. Elle laisse pousser pour être sûr. Quand on est un gros marqueur dans le 3, qu'on arrive ici que c'est plus difficile, on se remet ça en question ou on sait que c'est une adaptation? Ben, c'est sûr que c'est une adaptation, mais je veux pas que tu y penses quand même. Là. C'est assez difficile, mais sinon, ça va bien. Je dirais que j'ai pas réussi à récolter les points que
le monde s'attendait à ce que je récolte, mais dans l'ensemble, j'ai beaucoup appris en ma zone défensive. Je suis rendu un joueur beaucoup plus responsable dans les deux zones, ce qui fait que ma saison se déroule bien. Justement, ça a été quoi le plus gros ajustement quand tu es arrivé dans le junior? Bien, surtout l'adaptation physique. Là, les gars sont plus gros, s'achètent plus fort. Il faut tout le temps que tu lances pour compter, pas juste lancer pour lancer. Il faut tout le temps que tu sois à pleine vitesse tout le temps. Tu peux pas te donner une petite minute de relâche, là, sinon c'est sûr que tu as quelqu'un en face. C'est une belle surprise aussi qu'à 16 ans, on donne autant de responsabilités. Tu as pas mal de temps de glace, tu as travaillé fort pour. Ouais, c'est sûr que c'est le fun. J'ai beaucoup de temps de glace de qualité, des avantages numériques, avantages numériques. J'ai les mises en jeu importantes en fin de match, début de match, ou les mises en jeu importantes peu importe dans le match. C'est vraiment le fun que le coach me fasse confiance comme ça, puis c'est sûr que ça va m'aider dans le processus. Ben écoute, la meilleure des chances à Shawi, puis vous le méritez, les boys. Vous avez jamais lâché, vous avez travaillé fort, fait que bonne chance à vous. Merci beaucoup. La course entre le Drakkar et l'Océanique aura été palpitante jusqu'à la toute fin de la saison. Rimouski a remporté 5 des 6 affrontements entre les deux rivaux de l'Est du Québec depuis le début du calendrier régulier. L'Océanique est la seule équipe à avoir battu le Drakkar à plus de 2 reprises cette saison dans la LHJMQ. Les deux rivaux se sont affrontés à 2 reprises en séries éliminatoires depuis leur création, remportant chacun une série. Bécomo avait d'ailleurs remporté la première série de son histoire contre Rimouski lors de la saison 2000-2001. Rimouski avait eu le meilleur 7 ans plus tard. On parle souvent de l'impact que les joueurs de la Ligue nationale de hockey ont lorsqu'ils vont aller visiter un enfant malade ou sur la communauté en général. Je pense que des fois, on ne réalise pas l'impact que nos jeunes joueurs juniors, malgré le fait qu'eux-mêmes sont presque encore des enfants, vraiment à quel point que pour beaucoup de jeunes, ce sont déjà des vedettes, puis vraiment qui ont déjà un impact sur des jeunes vies. Dans le prochain segment, on va vous parler du jeune Corey, qui est atteint d'une maladie inconnue qui attaque son système immunitaire. Et honnêtement, le sourire qu'il a sur le visage, évidemment, est grâce à sa détermination, mais aussi la contribution des joueurs juniors qui ont été touchés par son histoire et qui ont décidé de faire un front commun avec Corey. On regarde ça. Frappé d'une maladie rare affectant son système immunitaire, Corey Anthony Roy-Lagacé est un jeune garçon de 11 ans au courage hors du commun et doté d'une personnalité des plus attachantes. Originaire de Rivière-du-Loup, le jeune mordu de hockey s'est fait plusieurs amis célèbres ces dernières années. Grâce à un organisme local et à une rencontre inattendue, il s'est lié d'amitié avec Vincent Le Cavalier du Lightning de Tampa Bay et David Desharnais des Canadiens de Montréal, il y a 3 et 2 ans. Mais il n'y a pas qu'avec les joueurs de la LNH que Corey a vécu de beaux moments. Certains représentants de la LHJMQ s'étant particulièrement attachés à lui. Une histoire qui a débuté avec l'Océanique de Rimouski. Ben, ça a commencé quand j'ai commencé à aller les voir jouer. J'ai commencé à... Maman me parlait des autres joueurs des fois, puis moi c'est Aimon, Alex Aimon. Puis à un moment donné, j'ai dit salut, puis là, ça a cliqué comme ça. Là. De fil en aiguille, Alex Aimon lui fait rencontrer d'autres joueurs qui s'attachent eux aussi à Corey, agrandissant ainsi son cercle d'amis hockeyeurs. Échangé au voltigeur de Drummondville, Aimon n'oublie pas son jeune admirateur malgré la distance qui les sépare et maintient le contact. Alex Aimon, il était à Rimouski, puis il était échangé à Drummondville, puis des fois, il me donnait des billets pour que j'aille le voir jouer. Devenu une figure connue du circuit Courteau, Corey est invité à un match opposant ses 2 équipes préférées, à Drummondville, le 25 janvier dernier, jour de son 11e anniversaire de naissance, où on lui réserve une surprise avant la rencontre. Ça, je sais pas, c'est une surprise, je savais pas que j'allais avoir un gilet comme ça. Invité officiellement pour présenter une plaque commémorative à Louis-Philippe Guindon, la surprise vient de Charles-David Baudouin, qui lui remet un chandail bien spécial, illustrant les multiples allégeances de Corey. Ben, ça représente mes idoles. Lui, Alexis Loiseau. Le PB pour Philippe Boucher, le directeur général de l'Océanique de Rimouski.
Le 27, Charles-David Baudouin. Le 39, Louis-Philippe Guindon. Puis dans le dos, j'ai le numéro 19 pour Samuel Roussy, des Saguenay-Chicoutimi. Puis le K20 pour Cory, puis 20 pour Alex Simon. Toujours souriant malgré ses graves problèmes de santé, Cory Anthony est une source d'inspiration pour tous ceux qui croisent son chemin. Sa condition et son âge sont diamétralement opposés au courage et à la passion qu'il démontre. On dit souvent que la présence d'un joueur de hockey au sein d'un groupe de personnes est un actif exceptionnel. Celle de Cory, une mine de biens précieux qui brille pour tous ceux qui l'entourent. Je pense qu'un des mots qu'on a prononcé le plus souvent cette saison junior majeur, c'est le mot parité. Et ça n'a jamais été aussi évident à travers la Ligue que cette année. Mon cher Michael, en ce dernier week-end d'activité, j'allais dire quel match est-ce qu'on va surveiller, mais ils sont tous importants parce que chaque match peut faire une différence cette saison. Où est-ce qu'on commence les séries, à la maison, à l'extérieur, qui les fait pas? On va où? Écoute, ça sent les séries, puis c'est sûr que je vais t'envoyer voir 2 affrontements qui... On parle de la possibilité de ces 4 équipes-là de s'affronter dès le premier tour éliminatoire. Premièrement, Drummondville à Victoriaville. Moi, j'étais à Drummondville dimanche dernier, et là, on a senti l'intensité. Là. On a senti que ça s'aimait pas trop entre les 2 équipes. Ça a été physique, ça a été intense. Et du côté de Drummondville, j'ai l'impression qu'ils sont en train de jouer dans la tête des joueurs des Tigres. 7 victoires de suite entre les deux équipes. Drummondville a gagné tous les matchs de saison entre les 2 clubs. C'est une belle rivalité. Si jamais il y avait la possibilité de s'affronter dès le premier tour des séries, ça va être du bonbon pour les partisans. Les villes sont près l'une de l'autre. Même si les 2 équipes, on se souvient, Max, on va été séparés là, du côté Drummondville est dans l'ouest, Victoriaville est dans l'est, donc ça se donnerait toute une série entre les 2 clubs. Et du côté de Gatineau, bien, les Huskies de Rouyn-Noranda sont de passage. Gatineau qui a eu le numéro de Rouyn-Noranda cette saison, 4 victoires en 5 matchs. Et du côté de Gatineau, on sent que l'équipe finit la saison en force. On avait ciblé quelques éléments qui étaient importants et je pense que la progression de l'équipe a été bonne. Il y a eu quelques blessures, mais les performances de Robert Steve sont venues un peu stabiliser la fin de saison. Alors, c'est tellement difficile d'évaluer quelles équipes seront à surveiller, qui va causer une surprise, qui risque d'être une déception dans les séries. Je dois te dire que je suis incapable de te faire des prédictions. J'ai senti que les équipes, par contre, là, ont hâte que les séries commencent. On le sent lorsqu'on rencontre des joueurs, lorsqu'on rencontre des directeurs généraux. Là, ils ont hâte que l'intensité des séries entre en ligne de compte. Et je dois dire que moi aussi. Honnêtement, je ne sais pas pour toi, là, mais moi, j'ai hâte que ça recommence. Donc, on va être là pour suivre toutes les séries éliminatoires d'ici la fin. On va se revoir la semaine prochaine, mon Max. Oui, mon cher ami, on se revoit la semaine prochaine en studio. Et je l'avoue ouvertement, oui, je me suis ennuyé, donc très hâte de te revoir. Et la semaine prochaine, quelle émission? Oui, ça va être une spéciale série avec Sébastien Goulet et Alain Chénier. Et bien sûr, Michael. Et là, je ne veux pas me mettre de pression, là, mais ça fait 2 années consécutives que je finis par, en fait, déceler qui va être l'équipe surprise pendant les séries. J'ai une petite idée, ça va être qui cette année. Je partage ça avec vous la semaine prochaine. Bon week-end, tout le monde.